quelque chose, n'hésitez pas à vous lever, partagez votre énergie. L'idée c'est de passer un bon moment pendant 10 petites minutes. Alors n'hésitez pas à vous rapprocher et ceux qui ne le font pas, ne vous plaignez pas puisque c'est ici que ça va se passer. A tout de suite. On m'a proposé un petit slogan du jour. On m'indique dans l'oreillette qu'aujourd'hui le meeting c'est gauche, rassemblée. Alors quand je dirai gauche, vous direz rassemblée. Gauche, rassemblée. Gauche, rassemblée. Gauche, rassemblée. J'entends rien. Gauche, rassemblée. Ok, ça va. Je vous présente mon équipe, la fierté des nôtres, un maximum de bruit pour eux s'il vous plaît. Association culturelle brestoise, l'idée c'est de promouvoir et de diffuser la culture hip-hop dans tout le territoire. Culture hip-hop qui est née dans les années 1970 dans les quartiers du Bronx avec un besoin d'expression évident, que ce soit par la danse, que ce soit par les graffitis, que ce soit par le rap. L'idée c'était partir du bas et s'émanciper. Alors aujourd'hui, on n'a pas énormément de temps et l'idée c'est pas vous faire une conférence sur toute l'histoire du hip-hop. On va préciser notre dicton notamment sur la danse. Danse dans lesquelles il y en a plusieurs. Hip-hop, house et on va vous présenter aujourd'hui break dance. Ensemble, on va faire un maximum de bruit pour B-Boy Angelo qui va nous présenter les Top Rock, c'est la danse debout, c'est la première chose que tu présentes. Alors un maximum de bruit pour lui s'il vous plaît, on va taper dans les mains tous ensemble. Vous l'entendez le clap? Vous l'entendez le clap? Moi je l'entends, alors on tape. Chop, chop. Premier pilier du breakdance, danse qui a fait son apparition aux Jeux Olympiques. On enchaîne directement avec des footwork, jeux de jambes au sol et c'est monsieur qui va nous le présenter, c'est ça l'idée? Ah non, je ne crois pas. Alors je vous invite à faire un maximum de bruit pour Big Girl Angélique s'il vous plaît. On l'encourage. Let's go. Oui. Oui. On enchaîne avec la notion de freeze. Freeze en anglais, je ne vous apprends rien. Geler, ça va être les moments bloqués qui vont permettre de prendre les accents sur la musique. Tout ce qu'on voit là, ça va nous permettre de faire du freestyle. En fait, on est en train de vous expliquer tous nos panels de mouvements qu'on va pouvoir intégrer dans notre danse pour s'assumer réellement. L'important au niveau du breakdance, c'est la réalisation de soi et c'est pour ça que cette danse, elle est ultra inclusive. On peut faire un maximum de bruit pour B-Boy Mathis, s'il vous plaît. On descend le niveau, au sol, on remonte, on enchaîne sur la tête, on part dans les hauteurs, d'abord sur le coude, okay. Le dernier pilier, c'est les power moves, tout ce qui est en rotation sur la tête, sur les mains, sur le dos, et c'est
pour ça que le break a fait son entrée aux Jeux Olympiques, puisqu'il y a une énorme part gymnique avec beaucoup de gainage et de souplesse sollicitée pour les athlètes. On peut faire un maximum de bruit pour B-Boy Tingy, s'il vous plaît, du bruit pour lui. Let's go. DJ, balance tout ça. Chiche. Les mains, j'entends rien. Oui, oui, on envoie, on envoie, on envoie. Niveau national, international, on a des talents à Brest. C'est important de les faire vivre. Ok. On a nos 4 piliers. Tap rock, tu descends au sol, footwork, t'enchaînes avec des pauses, freeze, tu tournes, power move. Tout ça, tu le mets dans un mixeur en fonction de ce que tu préfères faire. Tu fais ce que tu as envie. Rien n'est imposé et c'est pour ça que c'est une danse libre et qui est constamment dans de l'improvisation. On improvise sur un rythme. Le rythme, vous l'entendez depuis tout à l'heure, c'est un breakbeat. Et on va faire un maximum de bruit pour Big Girl Angélique qui va nous présenter un passage. Elle met tout ça au mixeur et elle fait ce qu'elle veut. Let's go, du bruit pour elle. Let's go. Oui. On a besoin de votre énergie. Let's go. Ah bon. Oui. Là, on vous a fait un petit peu de théorie. En fait, on vous a donné des clés de compréhension. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que le public, il ne comprend pas ce qu'on fait. On vous a parlé des 4 piliers. Et maintenant, l'idée, c'était de présenter un passage. Angélique l'a fait. Et en fait, qu'est-ce qui se passe avec ça? On va défier l'autre. Puisque l'idée, c'est que on va faire directement un battle. Et c'est dans l'entraînement, dans l'investissement artistique et sportif qu'on va pouvoir dire à l'autre, en ce moment, je suis meilleur que toi. Dans le travail. Alors, les équipes se sont décidées directement. Ce qui va se passer, c'est que vous allez être juge. On va faire à l'applaudimètre. Vous aurez à ma droite et vous aurez à ma gauche. Retenez bien ce qui va se passer, c'est important. Je vous laisse pas non plus sans rien. Quelques petits critères pour vous. Musicalité, exécution, prise de risque. Et le dernier, originalité. Tu crées toi-même tes mouvements et tu les poses sur le parquet et ça devient ta signature. Je vous rappelle, on n'est pas des sportifs, on est des artistes. C'est important. Ou des athlètes, comme vous voulez. Bref, on va lancer ce battle. Alors on aura besoin d'un maximum de bruit, s'il vous plaît. Du bruit, let's go! Quand je dis gauche, tu dis rassembler. Gauche! Rassembler! Gauche! Gauche! Let's go, Baba! Cheers. Oui, le clap, on entend la caisse claire. Allez pour vous, allez ici. Oui. Let's go. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont préparé des petits trucs. Let's go. B-Boy Angelo représente Brest. Let's go. Oui. Les power moves, on y revient. Let's go. Oui. Let's go. Oh.
B-Boy Mathis, c'est notre alternant. Faut pas qu'il se blesse ce soir, c'est important. Aïe. Ok, c'est validé. Oui, let's go. On écoute la musique, c'est de l'improvisation. Toujours connecté. Ok. Et c'est le dernier passage du jour. On vous a dit la musique. Let's go. Bang, kiss. Je présente Breast. Comment il fait ça? Let's go. Bravo. Vous l'aurez compris, ou du moins vous aurez pu l'observer, chaque danseur ou danseuse a sa patte, il a sa touche. Et c'est en ça que c'est inclusif le breakdance, c'est qu'en fait, en fonction de ta morphologie, en fonction de tes capacités, en fonction de tes faiblesses, en fonction de tes qualités, et bien tu te positionnes et tu choisis ce que tu as envie de faire. Alors aujourd'hui, vous avez vu 4 singularités, mais aujourd'hui, un seul binôme restera. Pour l'équipe à ma gauche, s'il vous plaît, un maximum de bruit. Pour l'équipe à ma droite, un maximum de bruit, s'il vous plaît. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de gagnant, on voulait juste vous faire un maximum de bruit, que vos cœurs donnent directement ce binôme. Sachez une chose, c'est que nous, c'était l'association La Fierté des Notes. On vous remercie, on est à Brest, n'hésitez pas à nous solliciter. On donne des cours dans des écoles, des stages. On a envie de voyager à l'étranger, notamment avec nos villes jumelées, si les élus sont là. J'espère que ça résonne dans vos oreilles. On a envie de faire une politique structurée et structurante pour la ville de Brest autour du hip-hop, comme il a été à une époque, notamment pendant le festival des Remparts. Alors j'espère que ce mot viendra toucher une petite oreille. Et en attendant, je laisse la parole à je ne sais qui pour enchaîner la suite de je ne sais quoi. Ah, c'est vous. Sachez une chose, on enchaînera avec Yann Tiersen directement, on proposera aussi des performances dansées dans l'improvisation et vous aurez l'occasion de nous voir passer du breakdance à Yann Tiersen. Bravo. Et je crois qu'on peut encore vous applaudir. Alors je vais me mettre là parce que je crois qu'on doit rouler la scène. Donc si tu veux me rejoindre, Simon. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir, salle Vigier, de vous voir si nombreuses et si nombreux pour ce dernier meeting de campagne, le dernier meeting de la Gauche Unie pour Brest. Vous êtes tous et tous venus ici ce soir pour un même objectif, faire gagner la gauche à Brest dimanche. Et effectivement, bonsoir à toutes et tous. Moi je suis Simon et je suis vraiment ravi de voir
une gauche, comme on l'a dit, et je pense que ça peut être le mot d'ordre ce soir, une gauche qui est rassemblée enfin pour battre la droite et faire en sorte que cette ville, encore une fois, reste dans le camp social et au service de toutes et tous. C'est assez génial, je pense, qu'on est en train de vivre ce soir. Un instant de responsabilité et de joie politique. On va ce soir recevoir pas mal d'intervenants. Ouais, mais j'ai juste un petit truc à dire, si tu permets. On s'est pas bien calé, vous aurez imaginé que cette soirée s'est montée un peu vite. Il y a 48 heures, Simon et moi, on ne se connaissait pas. Mais on va faire en sorte que vous passiez une très très bonne soirée ce soir. Alors on a choisi ce soir, Simon, de passer ce moment ensemble dans la salle Vigier. Je ne sais pas si tu connaissais la salle Vigier auparavant. Non. Mais la salle Vigier, c'est un équipement populaire, un équipement comme on aime voir à Brest, un équipement qui fait la vie des quartiers, un équipement qui fait le lien avec les Brestoises et les Brestois. On a choisi volontairement de venir salle Vigier, c'est pas un hasard. C'est parce qu'on a voulu faire un événement modeste, sans chichi, sans bling-bling. On n'a pas voulu avoir des décors en carton, des paillettes, des cars à frotter pour remplir la salle. On a voulu avoir un événement authentique, un événement qui nous ressemble, un événement qui ressemble aux politiques que nous voulons porter pour Brest. Alors on voit dans la salle des visages connus du milieu culturel, des visages connus du milieu de l'éducation populaire, des visages connus du milieu de la jeunesse, du sport. Vous êtes, je ne vais pas compter parce que dans les journaux il n'y a jamais le bon chiffre, donc on va préférer pas en dire. Mais vous êtes très très nombreux en tout cas à venir nous soutenir et on est très contents. Donc Christophe est présent avec nous ce soir, un soutien de toutes les heures de notre politique de gauche. Tout à fait, du camp social et on l'en remercie. Voilà, donc derrière moi, il n'y a pas d'écran géant avec des vidéos de Bernadette Malgorn pour dire tout le soutien qu'on pense de nous, mais l'équipe des colistiers que je vous demande d'applaudir. Des colistiers de toutes les formations politiques qui ont su, malgré leurs désaccords, se réunir ce soir pour porter ensemble ce même message, faire gagner la gauche dimanche. Bon, cette soirée, on a voulu qu'elle soit simple, authentique, je vous l'ai déjà dit. Ce sera une soirée à la brestoise. Et tu sais ce que c'est une soirée à la brestoise, Simon? C'est une soirée où on s'amuse? C'est une soirée où on est avec des amis, une soirée où on écoute de la musique, une soirée où on échange et une soirée où on boit un verre de l'amitié après. Donc c'est ce qu'on se propose ce soir. Mais peut-être qu'au-delà des festivités, tu vas nous dérouler le programme de la soirée. Exactement, puisque une ville qui reste à gauche, ça impacte la vie de pas mal de gens. Et justement, ces personnes ont accepté de venir nous parler, ont accepté de venir témoigner de leur quotidien, de ce que change la politique municipale très concrètement pour leur vie. Je pense que ça va être d'une importance toute particulière qu'on écoute ce qu'elles ont toutes et tous à nous dire, puisqu'aujourd'hui on est là, on est rassemblés pour un événement qui est éminemment politique, on est là pour faire gagner effectivement un camp politique et donc pour changer la vie des gens, et ça c'est tout particulièrement important. Donc nous allons recevoir 4, mais si on a 5, on fera avec. Sinon. 4 personnes issues, comme on dit, de la société civile, mais dont l'engagement politique est tout à fait marqué pour un temps d'échange axé succinct. Et ensuite, nous recevrons 4 de nos candidats et candidates afin de faire le point sur ce qui se passe quand même politiquement dans cette ville, ce qui s'est passé cette semaine et ce qu'on va faire toutes et tous, la gauche unie à Brest, Brest Insoumise et l'ensemble des partenaires pour les 7 années à venir. On va sans attendre accueillir... T'as pas prévu de faire du hip-hop? Non, j'aurais pu, mais bon, ils font mieux que moi. Bon. Alors je vais vous demander d'applaudir très très fort Lionel Jaffrès. Lionel, que je vais inviter à venir nous rejoindre. Il arrive avec un mouvement de hip-hop, ou pas. Je t'en prie, viens rejoindre-nous. Il n'y a pas d'escalier. On n'a pas réussi à monter tout ça. Et puis Rodolphe nous l'a piqué, donc on en avait également Laetitia Morvan, si on peut la signer, puisque c'est une personne mal informative.
Je vais également demander à Yannick Hervé de nous rejoindre. Yannick, où es-tu? Et de l'applaudir. Je vous présenterai après. Oui, on est à la bonne franquette, on est entre copains. Exactement. Et à Christine Panager, également de l'Université européenne, pour la paix. Est-ce que vous êtes bien installés? Un petit verre d'eau. Allez. On peut mettre le micro de l'autre côté, sinon, pour Lionel. Bon, déjà, merci à tous les quatre d'avoir accepté de nous rejoindre ce soir pour nous porter la parole des milieux associatifs et professionnels que vous représentez. C'est pas toujours simple de prendre la parole publiquement pour expliquer pourquoi on est là et ce que l'on défend. Donc je voudrais vous en remercier parce que c'est très courageux. Donc je crois qu'on peut aussi les applaudir. Les aléas du direct. Eh bien, nous allons également inviter Kenza à monter sur scène. Eh bien voilà, j'avais dit qu'on serait peut-être 5. Kenza. Donc merci Kenza de nous rejoindre également. On te présentera tout à l'heure et on expliquera qui tu es, pourquoi tu es là et pourquoi nous sommes très fiers de t'avoir aussi avec nous ce soir. Lionel, je vais commencer par toi. Alors je vais te présenter succinctement parce que j'imagine que tout le monde connaît Lionel ce soir. Bon, Lionel, donc tu es directeur artistique, metteur en scène. Tu occupes le champ culturel et artistique à Brest depuis plus de 30 ans. Tu me disais lorsqu'on a préparé cette soirée que tu faisais du théâtre quand Pierre Maille était maire. Pierre. Voilà, donc Lionel est là aujourd'hui. Donc Lionel, les élections de dimanche, ça a été une surprise pour beaucoup d'entre nous. Ce qui a aussi emmené certains changements. J'aimerais, si tu en es d'accord, que tu nous expliques quel a été ton ressenti sur ces résultats du premier tour et peut-être nous expliquer, dans le milieu professionnel que tu représentes, ce que pourrait représenter demain le passage de la droite à Brest. Ça te convient ? Alors bonjour à toutes et à tous. La première chose, alors on s'est réunis ce matin au maquis avec les maquisards et les maquisardes pour essayer de réfléchir ensemble qu'est-ce qu'on peut dire. Alors on a écrit un texte, je ne sais pas si je vais avoir le temps de le lire, mais en tout cas on en a écrit un. Alors d'abord la première chose, c'est qu'on était un peu inquiet de voir le RN au second tour à Brest, parce que je pense que c'est une première. Alors ça c'est la première chose, de voir l'extrême droite qui dépasse 10% à Brest, c'est pas nouveau, mais d'être au second tour, oui. Et ensuite, effectivement, de voir que la droite était en passe éventuellement de gagner. Effectivement, ça nous inquiète parce que, pour plein de raisons, parce que quand on voit la politique du département actuellement, la politique de Maëlle de Caland, c'est-à-dire qui se traduit de manière très concrète en diminuant les subventions de certaines associations et de certaines structures sociales, genre le CCAS, la mission locale, Parentel, Don Bosco et plein d'autres, et qui parle d'insécurité en proposant de manière simpliste une police municipale, alors qu'effectivement l'insécurité sociale, elle se traite de plein de manières différentes parce que c'est complexe. Donc face à une situation complexe, on répond de manière complexe. Et donc ça nous inquiète parce que forcément il y a des économies à faire quand on met une police municipale comme ça. Alors qu'est-ce qui passe en premier? C'est souvent la culture, peut-être l'éducation populaire, et c'est déjà le cas pour l'accompagnement social. Donc nous, on est effectivement inquiets pour nos propres pratiques d'éducation populaire parce qu'on s'en revendique, et on s'en revendique et on sait que c'est une valeur de gauche. On sait que Brest a une tradition historique, populaire et ouvrière,
Et cette tradition-là, elle s'est traduite par la gauche pendant 30 ans, plus de 30 ans à la mairie de Brest. Et grâce à ça, nous, on a poursuivi un chemin qui a fait qu'on a créé le maquis. Moi, j'ai créé un spectacle qui s'appelait Politique Qualité, avec des ouvrières de Jabil et d'Alcatel. J'ai créé un spectacle qui s'appelle Habiter à l'Arena, qui parlait des 100 ans d'habitat public à Brest. Peut-être que vous l'avez vu, j'espère. Et puis on a créé énormément de choses, et puis encore tous les jours, il y a de nouvelles choses qui se créent. Il y a des gens qui nous disent le maquis, ça sauve des vies, Ressort, ça sauve des vies, Vrac 29, ça sauve des vies. Et puis il y a plein d'assauts ici d'éducation populaire qui sauvent des vies. Mais ce qu'on nous propose là, c'est du coaching, c'est de contrôler des personnes au RSA de manière froide et violente. C'est de nous mépriser. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Clairement, Ressort qu'on porte, nous, depuis la 7e édition, c'est un arrêt brutal de la subvention de la part du département. Donc là, oui, je suis inquiet de savoir que si la droite exerce la même politique que celle du département, oui, on est menacé. Et j'ai dit à la salariée ce matin du maquis, écoute, j'espère qu'on ne parlera pas de licenciement dans 6 mois, 1 an ou plus, parce que c'est pas tout de suite. On a vu que le département arrivé au pouvoir, c'était pas tout de suite les coupes, c'est au bout de quelques mois, au bout d'1 an, petit à petit, chacun son tour. Et puis ça continue. Voilà, je pense que j'ai rien à rajouter. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Lionel, on entend souvent que la gauche et la droite, c'est pareil. Mais donc, c'est pas pareil. Oui, j'ai pas besoin de te répondre. Clairement, moi je défends des valeurs de gauche. Alors, je vous dirai pas pour qui j'ai voté. Mais en tout cas, des fois, alors quand j'entends certains discours, je me sens d'extrême gauche. Je me dis, y a un petit problème parce qu'on n'a pas la même vision historique des choses de l'histoire de la gauche, quoi. Donc j'ai l'impression que d'être extrême. J'ai toujours entendu que d'être extrême gauche, c'était d'être anticapitaliste, donc d'être en rupture avec le capitalisme, et d'être de gauche, c'est de réformer le capitalisme. Enfin, il me semble. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette définition, quoi. Un mot d'ordre pour dimanche ? Eh bien, il faut voter, évidemment, pour gagner, et puis pour dire ce qu'on a à dire et d'être entendu. Merci. Je te propose de rester peut-être un petit peu avec nous parce qu'on va avoir certainement d'autres questions. Simon, je te laisse. Tout à fait, on va passer avec toi, Laetitia. Laetitia, donc tu es engagée dans ta vie tous les jours pour l'accueil de toutes et tous, notamment pour l'inclusivité, pour que cette ville soit accessible à toutes les personnes, quelle que soit leur situation. Quel est ton engagement et en quoi la gauche qui reste au pouvoir dans la ville est une nécessité pour tous les citoyens? Bonjour tout le monde. Alors moi je suis une personne sourde, donc je suis en situation de handicap et je fais aussi partie d'une minorité linguistique. Et je vacille entre ces deux identités, considérées comme personne handicapée et minorité linguistique. Et donc j'habite la ville de Brest depuis plusieurs années maintenant. Et je lutte pour l'accessibilité, pour qu'il y ait des interprètes, pour la sensibilisation à la langue des signes, pour l'accessibilité au grand public, et qu'il y ait vraiment des interprètes qui puissent être présentes pour traduire tout le temps. Et par rapport au site internet aussi, d'évoquer le site internet Sillage en fait, qui est encore très flou et que les personnes ne connaissent pas encore, et donc lui donner plus de visibilité.
Et pour parler par exemple des enfants sourds, en fait, qui sont finalement de futurs citoyens, et bien parler d'adaptation pour eux, pour qu'ils puissent acquérir des connaissances et pouvoir réfléchir à leur vie à venir, et parler aussi des personnes âgées qui sont en général très isolées et qui sont et la gauche est plus adaptée à la société en fait pour ces personnes-là. Merci beaucoup. Bon, Simon n'a pas de question, mais moi je vais te poser peut-être la même question. Ça changera quoi la droite demain pour toi si elle passe à Brest? Alors c'est vrai, effectivement, c'est un gros risque parce que si la droite passe, en fait, en général, les personnes handicapées, les personnes sourdes, elles sont bien en dessous des objectifs, donc on va reculer, revenir en arrière, et c'est quand même une inquiétude aussi. Et nous, on réfléchit aussi comment on peut développer et avancer avec la gauche. Merci beaucoup à toi. Et donc, est-ce que tu as un mot d'ordre à nous donner également pour ce qu'on doit faire dimanche? Allez voter, déjà, et à gauche. Voilà, et faire appel, vraiment appeler les amis pour qu'ils aillent voter aussi. Merci beaucoup Laetitia pour ton témoignage qui, je le trouve tout particulièrement précieux. On enchaîne avec Sandrine. Voter à gauche. Voter à gauche. Je vais faire un running gag, mais je vais arriver vers toi, Yannick. Yannick Hervé, je ne sais pas si tout le monde te connaît, beaucoup de personnes, j'imagine, connaissent Yannick. Les gens. Donc Yannick, tu es un acteur de l'éducation populaire, comme on dit. Tu œuvres dans ce secteur depuis plus de 30 ans, 40, 35, bon allez, depuis longtemps. Tu as aussi des responsabilités nationales. Donc moi j'aimerais beaucoup t'entendre sur ce qu'il s'est passé à Brest au premier tour et sur aussi le risque que pèserait un passage de la ville à droite pour le secteur que tu représentes. Cela fonctionne bien aussi. Merci. Merci pour votre invitation. On le sait, les associations dans notre pays et notamment à Brest sont essentielles pour la vie de la cité. Elles assurent le lien social, elles assurent les possibilités de faire ensemble. Elles sont aussi des espaces d'élaboration collective, alors parfois avec des débats, avec des écoles de la vie. 1 400 000 associations en France, entre 11 et 20 millions de bénévoles selon la façon dont on les décompte. Et à Brest, des milliers d'associations, des dizaines de milliers de bénévoles. Donc les associations font partie de notre pays et sont essentielles, notamment pour empêcher l'avancée de la haine de l'autre ou du repli sur soi que porte l'extrême droite. Les associations... Les associations doivent être soutenues pour ce qu'elles sont et ce qu'elles font. Et pour cela, elles ont besoin d'une collectivité, une ville qui les soutient. Elles ont besoin d'une ville qui leur fait confiance. Et une ville qui leur met à disposition des espaces, des salles, du matériel. Une ville qui les finance. Et une ville vigilante au respect de la liberté associative, aujourd'hui quand même fortement mise à mal par les politiques publiques nationales. Alors, avant que tu me poses la question, quel est le risque si dimanche, il y a une bascule à droite alors ça fait quelques années que je me préoccupe du risque de tsunami avec l'extrême droite, donc je suis un peu moins habitué à comparer ce qui est du domaine du débat démocratique, dans le domaine de l'acceptable, mais il suffit de regarder, Lionel l'a dit, le risque c'est que demain, si la droite est au pouvoir à Brest, les associations soient considérées comme des opérateurs comme d'autres, des acteurs économiques comme d'autres, soient mises en concurrence avec des entreprises lucratives. Le
le fait que j'ai cette responsabilité nationale me permet de regarder dans d'autres villes, et dans d'autres villes, c'est comme ça. C'est pas a priori, la ville soutient les initiatives associatives avec des conventionnements, des moyens, en prenant appui sur ces initiatives associatives. Elles mettent parfois les associations en concurrence. Besoin d'une ville qui refuse ce qui est fait au plus haut sommet de l'État, c'est-à-dire contourner les associations et les autres corps intermédiaires, comme ça peut se faire et effectivement par l'État central aujourd'hui. Le soutien à la liberté associative que les associations ont à Brest aujourd'hui, même quand il y a des interventions du sous-préfet, par exemple, dans la mise en œuvre du contrat d'engagement républicain dont nous demandons l'abolition, eh bien, la ville de Brest soutient les associations, y compris quand les associations malmènent la ville de Brest. Mais c'est ça la vraie vie. La vraie vie démocratique, c'est ça. On a besoin de financer, soutenir. On a besoin de financer, de soutenir des associations qui parfois sont critiques, qui sont parfois des contre-pouvoirs. On a besoin d'une ville pour ce faire. Demain, s'il y a bascule, il risque de se passer la même chose que ce qui s'est passé au conseil départemental, contournement, suppression des financements, mise en difficulté et parfois même mise en question des libertés. Donc, comme il faut conclure, de quoi on a besoin les associations à Brest? Alors je le dis d'autant plus facilement que je n'ai plus aucune fonction exécutive dans une association brestoise, mais elles ont besoin de la poursuite et de l'amplification de ce qui s'est fait toutes ces dernières décennies. Des politiques de soutien et de confiance, un dialogue civil comme il existe des demandes de dialogue social à l'intérieur des entreprises, un dialogue civil entre la collectivité et les associations, coélaboration des politiques, chacun a sa légitimité. Vous aurez demain, j'espère, la légitimité du suffrage universel. Nous avons la légitimité du faire ensemble dans les quartiers, entre associations. Et enfin, bien sûr que la vie n'est pas un long fleuve tranquille quand on fait ce choix de la confiance avec les associations. Dans le passé, il y a une douzaine d'années, on a connu quelques dialogues un peu toniques entre la ville et les associations, notamment d'éducation populaire, les centres sociaux, les maisons de quartier, les maisons pour tous, les patronages laïques. Je m'en souviens et ça a été une période extrêmement riche. On avait des désaccords. On a réussi à les dépasser dans le cadre d'un dialogue à la fois républicain et civil. Je crois que les associations ont besoin de la poursuite, de l'amplification de ce que vous avez mis en place depuis des décennies à Brest, y compris ces dernières années. Donc voilà, même si je ne vote pas à Brest parce que je ne suis pas brestois, mais de grande proximité, je souhaite que la liste que vous avez eu le courage de construire ensemble en ce début de semaine soit victorieuse dimanche prochain pour les associations. Merci Yannick. Du courage, effectivement, il en a fallu, parce que nous réunir ce soir dans cette configuration n'a pas été simple, et l'objet de nombreuses critiques, mais je crois qu'il est important de rappeler qu'il faut du courage pour faire ce que l'on fait aujourd'hui, et que pour faire gagner Brest et pour que Brest reste à gauche, il était important en tout cas que la liste portée par Brest Insoumise puisse nous rejoindre pour qu'on puisse ensemble porter la voix de la gauche à Brest. Et ça me permet une transition, Kenza, vers toi. Je me permets de te tutoyer parce que à gauche tout le monde se tutoie, Kenza. Donc sans trahir de grands secrets, tu étais au premier tour sur une liste de gauche qui n'a pas été victorieuse au premier tour, et c'est ainsi. Pour autant, même si la liste où tu étais colistière n'a pas gagné, tu as choisi ce soir d'être parmi nous pour nous exprimer ton soutien, et je voudrais très sincèrement te remercier parce que ça aussi, c'est courageux.
C'est toujours décevant quand on est candidat sur une liste de ne pas être à la hauteur de ce qu'on avait espéré, parce qu'on y met, quelle que soit notre liste, toute une énergie avec des convictions. Et on est souvent très très déçus. J'en profite pour remercier Xavier qui se cache là-bas. Merci d'être avec nous, Xavier, Élise. Parce que c'est aussi à ça qu'on reconnaît des gens de gauche, des vrais gens de gauche. Quand la difficulté est là, on n'hésite pas à se rassembler pour faire front ensemble. Donc sincèrement, grand merci à vous d'être là. Kenza, est-ce que tu voudrais nous dire peut-être quelques mots sur ce qui t'a amené à nous rejoindre ce soir ? Merci, bonjour à toutes et à toutes. Alors du coup, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, je suis vraiment là en mon nom. Et en tant que présidente d'association, j'ai répondu présente à l'invitation de Malik, parce que c'est surtout un ami et quelqu'un avec qui j'ai grandi sur le quartier de Kéréderne. Mais voilà, je tenais juste à reclarifier ce point-là. C'est vraiment en mon nom, en tant que présidente d'association, et que je tiens à être là aujourd'hui. Le reste, ça ne regarde que moi. Et donc, moi, je suis dans le milieu associatif depuis adolescente. Je suis très investie sur mon territoire. Et comme, excusez-moi, comme Yannick le disait, c'est vrai que les associations, ils sont très soutenus par les mouvements populaires, par plutôt les programmes de gauche. Moi, si aujourd'hui j'apporte mon soutien à Malik et la France Insoumise notamment, c'est surtout par rapport aux programmes qui ressemblaient beaucoup à des programmes sur lesquels j'avais envie d'y aller et de défendre. Donc aujourd'hui, c'est vraiment pour ça que j'apporte mon soutien à cette initiative, etc., pour que les associations puissent continuer à briller. Moi, je travaille énormément avec des jeunes sur le quartier de Kéréderne, de Kérourien, de Bellevue. Et moi, ce qui m'interpelle énormément, c'est une police municipale armée. C'est des choses qui me font peur par rapport à la jeunesse que je côtoie, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas aller vers ces dérives-là et continuer de soutenir des programmes d'éducation populaire. Merci Kenza. Merci beaucoup Kenza pour ton témoignage. Effectivement, s'il y a bien quelque chose qui nous rassemble, c'est que nous à gauche, on n'est pas pour le tout répressif, on est pour l'éducation populaire. On n'est pas pour les flics armés, quoi, tu as raison. Il faut le dire, et ça c'est important, et ça nous rassemble. Dernière prise de parole ce soir, non des moindres. Christine, bonsoir. Tu es de l'université... Oui, pardon. Moi, je voulais savoir si ça fonctionne. Ça fonctionne. L'Université européenne pour la paix. Et quel sujet en ce moment, quel sujet? Brest, c'est une ville qui est marquée par la guerre, et j'aimerais quand même ce soir qu'on ait une pensée pour les peuples en lutte. Évidemment, le peuple ukrainien, le peuple palestinien, évidemment tous les autres. Être de gauche, c'est soutenir l'ensemble des peuples en lutte pour la paix. Je vous remercie pour cette invitation. Au nom de toute l'équipe de l'Université européenne de la paix, je vais présenter un petit peu l'UEP, comme on dit ici. Donc l'UEP, ici, comme vous constatez, je ne suis pas très bonne à l'oral. Bon, non, ça va aller. Donc, oui. Donc l'UEP, c'est une association qui a démarré au moment des restructurations défense à Brest aux alentours des années 90. Donc c'était essentiellement le plan Fillon. Et à la même époque, on avait en Angleterre Madame Thatcher, avec les mêmes volontés de casser la navale anglaise. Donc il y a eu des rapprochements, et c'est ce qui fait qu'on est devenu l'UEP, l'Université européenne de la paix, parce que l'idée c'était de trouver de la diversification sur Brest. Voilà, donc c'était un premier point, et on est très attaché à la paix sous toutes ses formes. Donc on a plusieurs façons de procéder. On a des meetings notamment, où on invite des intervenants qui peuvent
Bon, la prochaine réunion qu'on a, c'est Carrefour de la Paix, le 2 avril. On invite Ben Kramer qui va nous parler du Groenland, des enjeux du Groenland, par exemple. Hein. On a un journal qui est édité tous les 2 mois, on a un site et on est là pour, quand c'est nécessaire pour soutenir ceux qui s'y sont collés à toute cette campagne. Et merci beaucoup. Bravo à eux. Je vais en parler. Donc moi perso, je suis donc militante à l'UEP. J'ai été aussi militante de la gauche sur Brest quand j'étais brestoise pendant un certain nombre d'années. Donc à ce titre-là, voilà, j'ai 2 casquettes. Donc je vais essayer de jongler avec ça, on va dire. Donc je suis en fait la trésorière. Et bon, je marquais là que parler n'était pas mon point le meilleur. Ça. Je pensais parler aussi un petit peu des 31 villes passées à l'extrême droite, mais on va reléguer ça à la conclusion si vous le voulez bien, on n'aborde pas les sujets qui fâchent trop vite. Bon. Donc, pour nous, à Brest, au niveau des municipales et à l'UEP surtout, le souci c'est la sécurité humaine en fait. La paix dans une ville, ça commence par cet aspect-là. Donc, ok, il faut quelques brigades civiles non armées, tu l'as bien dit, on est complètement d'accord. Mais voilà, mais c'est tout, quoi. Et c'est vrai que c'est réclamé. On a eu des commissariats de proximité qui ont été mis en place par Monsieur Jospin, qui ont été ensuite tranquillement supprimés par Monsieur Sarkozy. Donc on est à un point là où les quartiers sont un peu démunis parfois face à ce qui s'y passe, mais il y a d'autres façons de sécuriser les quartiers. Je pense déjà la première chose dans la sécurité humaine telle que nous on la conçoit pour avoir la paix, c'est d'avoir un revenu déjà correct. Et c'est aussi quand on n'a pas de revenus, parce que le chômage existe, parce que des circonstances peuvent se produire, c'est d'avoir un revenu, un RSA, sans avoir besoin de justifier en permanence et d'être harcelé pour cela. La sécurité humaine dans les quartiers et dans une ville telle que la municipalité peut surveiller que ça soit le cas, c'est aussi d'avoir des revenus pour manger, c'est aussi, je suis perdue, voilà, je tourne la page, c'est mieux. C'est aussi d'avoir accès à un logement, donc c'est important à Brest. On sait qu'à Brest, il y a quand même beaucoup de logements sociaux, mais il y a des logements sociaux vides, il y a moyen encore d'augmenter ça et de ne pas laisser les logements brestois tels qu'ils, parce que c'est une ville où il fait bon vivre et ça, il y en a qui l'ont bien repéré à droite et il y a pas mal de promoteurs parisiens qui ont les moyens de spéculer sur tous les logements privés et de faire monter les loyers et ça, on doit l'empêcher et on doit vraiment y aller. Je dois terminer par l'éducation et la culture qui à Brest ont quand même un bon rayonnement et un bon soutien et tout le monde ici en a parlé, on est d'accord que ce soit les troupes, que ce soit les associations, donc on maintient, on renforce, on est là, on peut travailler en commun et ça c'est important aussi de créer des réseaux humains, voilà. Merci beaucoup, Isitra. Je t'en prie. J'avais une petite conclusion. Bien sûr. Jaga. Je voulais parler du RN, mais... On peut. Mais non, parce qu'en Belgique, ils ont décidé que le RN ne devait jamais apparaître dans les médias, et ça marche. Donc, on en parle. Bonne réponse. Eh bien, moi, je suis complètement d'accord. On n'en parle pas, parce que demain, dimanche, c'est la gauche qui gagne. Merci beaucoup.
vous avez chacun et chacune soulevé des points de notre programme dont François reviendra dessus tout à l'heure, mais effectivement ces enjeux sont essentiels pour faire de Brest une ville où il fait bon vivre, pour continuer à produire du logement à tarification sociale, à tarification très sociale, pour continuer à soutenir les équipements populaires, les équipements d'éducation culturelle et artistique. Dimanche, il y a un seul mot d'ordre, on vote à... Gauche. On vote à... Gauche. Parce que mon papa qui faisait de la peinture me disait toujours qu'il fallait mettre plusieurs couches pour que ça tienne mieux. Mais Alors là, dimanche, on vote à gauche. Merci à toutes et à tous, je crois qu'on peut vous Merci applaudir. beaucoup, on peut les applaudir. Peut-être vous inviter à rejoindre... Et sans plus attendre, on va accueillir celles et ceux pour qui nous allons toutes et tous voter ce dimanche afin que la gauche remporte la ville et la garde. Qui ça? Qui ça? La gauche. La gauche. Et elle est comment la gauche? Alors je vais demander à Gaël Morvan de nous rejoindre. Gaël, bienvenue, je crois qu'on peut l'applaudir aussi. Alors je crois que ces micros fonctionnent, sinon je te prête le mien. Enfin le mien, qui n'est pas le mien en fait, hein, c'est celui de la ville, hein, parce qu'on est aussi soutenu pour cet événement par les services de la ville qu'on a sollicité comme n'importe quelle association brestoise pour pouvoir bénéficier de matériel, de chaises. Donc merci à Gaël, si ton micro fonctionne ou pas. On va faire un essai. Sinon je te prête celui-là, mais on m'a dit... Je m'installe. On m'a dit Gaël, donc je vais te présenter parce que peut-être tout le monde ne te connaît pas. Gaël, tu es adjoint au maire de la ville de Brest, en charge du quartier de Saint-Marc. Tu es... écologiste. C'est pas ça que j'allais dire, mais oui, tu es écologiste, évidemment. Tu es élu sur un premier mandat et tu as choisi de recommencer à t'engager pour les Brestoises et les Brestoises pour le prochain mandat. J'espère que mon micro va fonctionner. Voilà, c'est bon, j'ai assez meublé, ton micro, tout ça c'est bon. Donc on m'a dit, Gaël... Je sais pas, est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Bon, sinon je lui prête le mien. Est-ce que vous m'entendez mieux? Donc Gaël, on m'a dit ce soir que tu avais une petite histoire à nous raconter. Donc je te laisse la parole. Merci Sandrine. Donc bonsoir à toutes et tous. Donc je m'appelle Gaël Morvan et effectivement je suis écologiste. Et ce soir... je vais vous raconter une histoire. Mais je vous préviens, c'est une histoire très moche. C'est l'histoire du maire de Gouesnou qui se dit de droite modérée et qui devient maire de Brest. Dans les premiers mois, il multiplie par 4 le budget communication de la ville, comme il l'a fait dans la ville voisine de Gouesnou. Faut dire qu'il a des choses à faire, faut dire qu'il a des choses à montrer et d'autres à moins montrer. Il communiquera sur le nombre de places de crèche qui reste stable, voire même qui augmente. Mais il oubliera de préciser qu'il s'agit de places dans des crèches privées, au service d'intérêt privé, accessibles uniquement à celles et ceux qui en ont les moyens. Son adjoint à l'éducation nous explique en conseil municipal que la rénovation écologique de telles crèches n'est finalement pas possible, parce que, décidément, on ne comprend rien à rien. Mais il ne parle pas de l'abandon du projet de crèche à Lambézélec, qui aurait permis d'accompagner des familles en réinsertion professionnelle. Le maire ne parle pas non plus de la fin de ce dispositif qui permettait à des assistantes maternelles de partir à Pistoia, en Italie, pour se former à la ville à hauteur d'enfants, ni de l'arrêt des formations sur l'éducation transculturelle et non genrée. De toute façon, il l'a écrit noir sur blanc dans son programme. Chaque politique sera évaluée au regard de son efficacité. Et les indicateurs qu'il a créés lui-même sont sans appel. Dépenses à faible impact. Parce que c'est ça la droite, des intérêts particuliers au mépris de l'intérêt collectif.
Le dispositif de réussite éducative, qui permet un accompagnement individualisé des jeunes en quartier prioritaire de la ville, sera lui aussi supprimé en silence. Pas tout de suite, à mi-mandat, quand ce sera devenu une coquille vide. Mais oui, c'est vrai, il aura inauguré entre-temps une fresque à l'école de Quizac, preuve qu'il s'intéresse à la jeunesse des quartiers. Et puis que personne ne vienne le chercher sur l'éducation. Pendant près de 6 mois, il aura communiqué sur la grande consultation inédite qu'il aura faite avec les familles et les enseignants sur les rythmes scolaires. Parce que lui, il est à l'écoute, ça se voit sur les photos. Consultation qui n'aura jamais pris en compte le bien-être des enfants, alors même que tous les spécialistes s'accordent sur les bénéfices des 4 jours et demi, d'autant plus dans une ville où près de 30% des enfants scolarisés connaissent la précarité et sont nombreux à ne pas avoir le français comme langue maternelle. Et bien sûr, quelle surprise, cette consultation sera sans appel pour le retour à la semaine des 4 jours. Grâce à ces choix, lentement mais sûrement, le budget de l'éducation sera descendu à 20% du budget global, alors qu'il est actuellement à 33% aujourd'hui. Parce que c'est ça la droite, une politique sécuritaire à financer. Il nous l'avait promis, il le fait, le budget global des associations est sanctuarisé. Mais l'association écologiste, qui fait des animations de sensibilisation et qui a produit un plaidoyer un peu trop critique à son égard, verra sa subvention sabrée et sa salariée remerciée. L'association des anciens de Gouenou, par contre, récupérera une belle enveloppe lors du prochain vote du budget. Parce que c'est ça la droite, une histoire d'amitié. Le poste d'accompagnement des demandeurs d'asile que nous voulions dédoubler sera rapidement supprimé, tout comme le dispositif qui s'appelle la billetterie sociale qui permet l'accès à la culture et aux loisirs pour les plus précaires. Ce n'est pas une compétence municipale, nous dira-t-il, ça dépend du département, pardon. Mais parce que c'est ça la droite, les électeurs d'extrême droite à ne pas trop froisser. Alors oui, pour une partie des Brestoises et des Brestois, tout cela restera invisible. La communication sera bonne. Mais pour les associations, pour la culture, pour les plus fragiles, pour les enfants, pour les jeunes, pour les personnes LGBTQIA+, les personnes exilées, tant et tant de personnes, l'impact sera concret et douloureux. Alors, cette histoire que je vous raconte ce soir, il faut qu'elle reste une fiction. Nous ne voulons jamais la raconter à nos enfants. L'État et le département sont déjà à droite et nous sommes le dernier bouclier. Les compétences de la ville sont essentielles. C'est l'éducation, c'est la jeunesse, c'est l'action sociale, c'est la culture, c'est le sport, la petite enfance, le grand âge, la participation citoyenne. Et que personne n'aille dire que nous n'avons pas la même boussole à gauche sur ces sujets. Notre boussole, c'est ce qui nous rassemble. Faire des politiques pour améliorer la vie de toutes et tous. Faire des politiques qui sont guidées par les valeurs communes de la gauche, la solidarité, l'égalité, la lutte contre le racisme, contre toutes les formes de discrimination, l'émancipation par l'éducation, par la culture, par le sport, la protection, l'écologie. Nous savons nous rassembler autour de ces valeurs et nous nous rassemblons pour les Brestoises et les Brestois, pour Brest, parce que c'est ça la gauche. Merci. Merci beaucoup et ça nous permet d'enchaîner très justement avec notre prochain intervenant que vous connaissez évidemment toutes et tous. C'est une personne qui se bat depuis 2 ans à l'Assemblée nationale contre la droite, contre la Macronie, contre l'extrême droite. Notre député de la 2e circonscription du Finistère, Pierre-Yves Cadala.
Pierre-Yves également a très très bien dit, la droite pour Brest c'est un danger. En quoi elle ne doit pas passer dimanche? Regardez-vous ce soir. Regardez-vous entre vous. Vous êtes là en grand nombre pour que Brest dresse le cœur battant à gauche. Et si vous êtes là, et si notre appel ce soir a été entendu, c'est parce que le vôtre l'a été. C'est parce qu'avec François Cuyandre, avec les écologistes, avec les communistes, avec Cécile Beaudoin et la liste Brest Insoumise, avec toutes et tous, nous avons fait la gauche rassemblée pour le second tour. J'ai entendu ici ou là que l'accord que nous faisions n'aurait aucun sens politique. Que celles et ceux qui ont dit ça infiniment, à longueur de communiqués de presse, certains messieurs qui se croient importants, semble-t-il, qu'ils sachent une chose. Jamais dans la campagne de premier tour, nous ne nous sommes opposés sur un principe fondamental. Un principe qui est plus qu'un principe, je le crois. Un héritage. L'héritage du socialisme municipal, le fait que les patronages laïcs, que le secteur culturel, que le secteur associatif, que tout Brest vit dynamiquement grâce à tout cela, et nous l'avons défendu toutes et tous ensemble dès le premier tour. Et nous le faisons toutes et tous ensemble au second tour. Je suis heureux que nous soyons si nombreuses et si nombreux, et je suis fier de partager cette tribune avec Gaël et ensuite François et Cécile, parce que il y a là un symbole fort de ce qu'est Brest, de Brest comme nous la connaissons. Et je veux aussi vous confier quelque chose. Pour le petit enfant que nous avons toujours en nous-mêmes, dans les souvenirs que nous avons, je suis très content que Pierre Maille soit dans cette salle parce que c'est le maire de mon enfance. Voilà Brest joyeuse, Brest rieuse et Brest courageuse. Et quand je dis Brest rieuse, je vous dis quelque chose. Méfiez-vous de la droite souriante. Méfiez-vous de ces gens de droite qui disent « Ah, on est sympathique, etc. » Maël de Calan, lorsqu'il a été élu au département, c'est la première impression qu'il laissait à quelques-uns. Et en réalité, aujourd'hui, les travailleurs sociaux souffrent. Les bénéficiaires du RSA sont violentés socialement par la politique du département. Et nous avons les uns et les autres posé la question au premier tour. Nous avons demandé quel est votre rapport à Maël de Calan, monsieur Roudotte? Eh bien, sa meilleure réponse a été de l'inviter en guest star de son meeting hier. Il a répondu qu'il allait faire la même politique ici à Brest. Il faut donc le défaire de les urnes. Vous savez, Stéphane Roudon n'est pas avare non plus de fake news, on l'a vu cette semaine. Et notamment lorsque j'allais être élu député, il a commis une lettre en disant que si j'étais élu dans l'entre-deux tours, ils ont toujours l'habitude de faire des campagnes aussi honnêtes dans l'entre-deux tours, eh bien, il avait commis une lettre en disant que si je devenais député de Brest, eh bien, il n'y aurait plus d'emploi à l'Arsenal. Et bon, c'est évident que la réalité a démontré qu'il avait tort, et tout mon amitié au secteur ouvrier de l'Arsenal qui est si porteur pour Brest. Et voyez, le sens de la politique de Maël de Calan au département est toujours le même avec sa cellule bien mal nommée du juste droit. C'est de faire le tri entre les bons et les mauvais pauvres, soi-disant, en faisant fi des conditions réelles de la précarité, des dépressions, de l'isolement, de tout ce qui fait souffrir aussi dans l'existence et qui nous pousse, gens de gauche, à aller du côté de l'empathie et de la solidarité. Et de la même façon qu'ils veulent faire le tri entre les bons pauvres et les mauvais pauvres, les voici en train d'essayer dans l'entre-deux tours de faire le tri entre la bonne gauche et la mauvaise gauche, qui serait la France insoumise. Eh ben non, notre réponse ce soir, c'est qu'il n'y a qu'une gauche, la gauche solidaire, fidèle à l'histoire du socialisme. D'autres disent encore
D'autres disent encore, puisque François Thuillandre obtiendrait dimanche son 5e mandat. D'autres disent, ce serait le statu quo. Mais nous sommes allés juste avant le premier tour avec François Thuillandre, avec d'autres. Je vais vous raconter ça. À Pont-à-Nézen, il y avait un superbe projet qui a été financé, qui a permis à 14 personnes d'avoir une formation en cuisine, en allant ensuite, ça s'appelle Cuisine du Monde, et en allant ensuite obtenir des emplois. Vous voyez, et on pourrait en prendre plein d'autres, des exemples de cette nature dans le travail social magnifique qui existe aujourd'hui dans cette ville. Si c'est ça le statu quo, ça s'appelle continuer à changer la vie des gens pour le mieux. Et l'artère battante de notre ville qui a été si critiquée par la droite lors de cette campagne, elle s'appelle et elle porte le nom de ce grand penseur et militant, Jean Jaurès. Et c'est donc par des mots de Jean Jaurès que j'ai envie de terminer en vous appelant à vous mobiliser massivement. Jean Jaurès, dans un discours à la jeunesse, et je vois qu'il y a toutes les générations ici ce soir, Jean Jaurès disait « Le courage, c'est d'aimer la vie, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel, c'est d'agir et de se donner aux grandes causes, sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l'univers, ni s'il lui réserve une récompense. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. La vérité, c'est que Brest a le cœur à gauche. Votez, faites voter pour la gauche unie à Brest. Merci beaucoup Pierre-Yves. Quand Pierre-Yves parle, ça fait toujours quelque chose. On peut applaudir notre député. Merci pour lui, sans plus attendre, on va accueillir les 2 dernières personnes qui vont prendre la parole ce soir, des personnes qui ont su se parler dès dimanche soir et avec qui on va continuer à faire des belles choses. Mais évidemment. Évidemment. Parce que dimanche, on vote. Et on vote à gauche. Alors je vais vous demander de faire une ovation, une double ovation à François Thuillandre et Cécile Baudouin. Ça fait du bien, hein. C'est agréable, je trouve. Oui, en fait, je sais pas ce qu'ils ont foutu à la ville, François, mais on a eu que 2 micros avec des fils. Donc, on va essayer de se débrouiller, mais je vais vous le passer. Le temps qu'on s'installe, peut-être, François, premier mot pour toi. Comment ça va? Parce que depuis dimanche, tu as été un petit peu secoué quand même. Non? Donc, tu vas bien? Oui, tout va bien, même si je dors pas trop bien, mais on va gagner dimanche, donc ça ira mieux. Ouais. Cécile, même question, comment est-ce que tu es en train de vivre ce moment un peu particulier mais très enthousiasmant? Tout à fait, bonsoir et merci à toutes et tous pour votre présence. Pourquoi on est ici tous ensemble, la gauche unie pour Brest et Brest insoumise? Qu'est-ce qui s'est passé en début de semaine? Pourquoi on a choisi de travailler ensemble ce soir et jusqu'à dimanche? Il semble que ce meeting répond bien à la question qui est posée. Pourquoi cette fusion technique et démocratique de la liste Brest insoumise avec la liste de François Thuillandre? Parce que, et vous en êtes la preuve, réunie, la gauche brestoise, elle est forte et elle est nombreuse. J'adresse
mes sincères félicitations et mes chaleureux remerciements à toutes les militantes et à tous les militants qui ont porté haut les valeurs de la gauche pendant cette campagne. Merci à elles, merci à eux. Merci à celles et ceux qui ont organisé cette soirée et à tous les artistes qui nous font l'immense plaisir d'apporter à ce moment toute la joie qui va nous porter vers le second tour. Merci. L'accord de fusion que nous avons conclu répond à deux impératifs. Celui d'assurer la représentation démocratique des quelques 7000 personnes qui ont voté pour la liste Brest Insoumise dimanche dernier et celui d'empêcher la droite d'arriver à la mairie de Brest. Ne soyons pas naïfs, et cela a été dit de toutes les manières par les personnes qui ont parlé avant moi. C'est une droite dure et antisociale qui se présente ici à Brest. Comment Stéphane Roudotte entend-il financer une police municipale armée de 150 agents qui lui coûtera environ 10 millions d'euros par an? Il fera ce que fait son ami Maël de Calan dans le département du Finistère. Il coupera les budgets de l'action sociale, de l'associatif et de la culture. Alors que cette somme, elle doit être allouée à des projets de justice sociale et de progrès humain. Et nous pourrons porter ensemble ces politiques humanistes. Il n'y a rien de contre-nature là-dedans, comme on a pu l'entendre dire, parce que, ensemble, nous souhaitons ouvrir des places en crèches municipales et associatives. Ensemble, nous souhaitons soutenir la sécurité sociale de l'alimentation. Ensemble, nous souhaitons créer une carte famille monoparentale pour aider les plus précaires. Voilà ce qu'on veut faire ensemble. Et c'est à cette question-là qu'il faut répondre. Il faut répondre aux 25 000 Brestoises et Brestois qui vivent actuellement sous le seuil de pauvreté. Et il faut leur dire que Stéphane Roudotte ne leur répondra pas. Et si l'on regarde d'ailleurs au niveau national, ce type d'alliance se noue partout dans le pays. À Toulouse, à Nantes, à Tulle, à Lyon, à Grenoble. Partout, les candidats et les candidates ont mesuré les risques et ont été responsables. Et partout, le peuple de gauche saura faire bloc contre la droite et contre l'extrême droite. Et ne perdons pas non plus de vue que des élus de gauche dans les conseils municipaux, ce sont des sénatrices et des sénateurs de gauche dans la Chambre haute. Parce qu'en septembre 2026, le Finistère va faire partie des départements qui vont participer aux élections sénatoriales. Alors, un objectif, reprendre à Gérard Larcher son siège à 40 000 € et la présidence du Sénat. Alors certes, l'inquiétude nous a saisis dimanche soir face au score de Stéphane Roudotte. Elle nous a saisis, mais elle ne nous paralyse pas. Elle nous galvanise. Et elle a dynamisé cette campagne de second tour parce qu'il est bien évidemment possible de faire gagner l'espoir ce dimanche. Il est possible de faire gagner l'écologie populaire. Il est possible de faire gagner le droit à la mobilité à tout âge. Il est possible de faire gagner le retour de la nature en ville. Et il est possible de faire, par ce vote, entrer des insoumises et des insoumis au conseil municipal. Alors, quel sera le rôle de ces 12 élus finalement? Pas de rendre la ville ingouvernable comme certains Trumpiques locaux l'affirment. De fait, la liste de la gauche unie pour Brest conserve la majorité et elle pourra faire voter ce qu'elle entend. Le groupe d'élus Brest Insoumise soutiendra les politiques de gauche. Il sera force de proposition et il fera exister dans le débat public et au conseil municipal des éléments du programme de Brest Insoumise, comme la continuité de revenus pour les artistes auteurs, la gratuité des premiers mètres cubes d'eau qui est déjà mise en place à Rennes ou à Nantes, ou encore la création d'un centre de santé municipal. Notre groupe d'élus
aura un rôle de vigie de la gauche rassemblée. C'est une fusion sans concession. Et conformément à l'exigence accrue de transparence démocratique, nous communiquerons par tous les moyens sur l'action municipale. Il est impératif de la rendre accessible, la plus accessible possible, si l'on veut favoriser l'implication des citoyennes et des citoyens dans les politiques publiques. C'est possible et c'est souhaitable. Par ailleurs, des points du programme de Brest Insoumise sont applicables même si nous ne sommes pas dans l'exécutif municipal. Par exemple, nous avions prévu de faire chaque semaine dans un quartier différent une permanence d'accès aux droits en permanence d'une élue ou d'un élu. Et nous le mettrons en place dès le début du mois d'avril. On se rend dans un quartier avec un barnum et du café et on aide les gens à faire leur demande de logement social, à s'inscrire sur les listes électorales, à demander un titre de séjour ou la nationalité française. Voilà une façon concrète de faire vivre la solidarité et la lutte contre le non-recours aux droits sociaux. Nous avons également eu l'occasion de l'évoquer. L'extrême droite est au second tour des municipales ici à Brest. Et c'est gravissime. Nous aurons à supporter 2 ou 3 conseillers municipaux du RN. Nous aurons à supporter leurs sorties racistes, leur volonté de diviser le peuple, leur préférence brestoise pour l'attribution des logements sociaux. Et vous avez peut-être vu dans l'actualité récente comment la frontière s'estompe entre la droite dite de gouvernement et l'extrême droite. Sur Twitter, les Républicains partagent des publications du RN. À Nantes, le parti d'extrême droite Reconquête, celui d'Éric Zemmour, soutient le candidat des Républicains. Quel scandale! Stéphane Roudotte dit qu'il ne veut pas de Mélenchon à l'hôtel de ville. Nous ne voulons pas de Retailleau. Nous ne leur laisserons pas un pouce de terrain. Nous referons de Brest une ville de résistance, comme aux États-Unis, New York et Minneapolis résistent à Trump et à sa milice. Nous referons de Brest une ville de résistance où tous pourront trouver refuge et nous apporterons notre soutien aux peuples opprimés et aux pays attaqués. Nous referons de Brest une ville de résistance qui saura faire face si le pire arrive en 2027. Au conseil municipal, ce sera l'extrême droite politique du Rassemblement national, mais vous avez tous vu à Brest son poison se répandre dans les rues. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Nous ne pouvons pas faire semblant de ne pas la voir. Nous ne pouvons jamais nous taire quand elle agresse des militants insoumis, quand elle déferle sur un café, quand elle intimide des personnes racisées, quand elle fait un salut nazi en pleine rue Jean Jaurès. Nous devons toujours et à chaque fois être sur son chemin et porter la parole de la paix. Alors affirmons-le haut et fort, Brest est antifasciste et le restera. Merci à vous. Cet après-midi, pas plus tard que cet après-midi, nous avons d'ailleurs parlé d'une seule voix dans un communiqué commun contre tous les racismes. Brest est une ville solidaire, une ville d'amour et d'accueil, et jamais elle ne cédera à ceux qui veulent diviser le peuple. Brest la grise, comme disent certains, se part en réalité de toutes les couleurs de notre humanité commune. Et nous la ferons vivre concrètement dans le soutien à toutes les cultures, au sport populaire, au vivre ensemble. Alors, parlez-en autour de vous, à la famille, aux amis, aux copains, au bar, au match. C'est la mobilisation générale. Et ce dimanche 22 mars, allez voter et faites gagner la gauche. La gauche qui sait être responsable, la gauche qui n'abandonne personne, la gauche rassemblée.
Merci pour tes mots qui montrent que nombreux de nos combats sont communs. Pour d'autres sujets, je pense qu'on aura un peu plus de discussion, mais on va avoir tout un mandat, je l'espère, pour y travailler. Donc merci vraiment pour tes mots qui nous encouragent en tout cas encore plus à gagner demain. Tu l'as dit dans tes propos, le premier tour ça a été un choc. Ça a été quelque chose qui nous a tous et tous surpris. Et François n'y voit pas ombrage, mais tu es un homme expérimenté en politique. Tu as de l'expérience. J'aimerais avoir ton analyse au premier tour. Comment est-ce que tu as ressenti dimanche ces résultats et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bien, mesdames, chers amis, je suis très heureux d'être ici ce soir avec vous. Salle Georges Vigier, qui a été un grand militant laïque du Patro, où nous sommes, Patro Sanquer. Je ne sais pas si le président Rémi Gigou est là, ou il est encore parti à Ouessant. Rémi, non, il n'est pas là. Je suis donc heureux de vous voir nombreuses et nombreux ici ce soir. Je voudrais avoir une pensée et saluer quelques absents. Je pense notamment, elle m'a appelé ce matin, à Irène Frachon, qui aurait souhaité être avec nous. Mais Irène est en service à l'hôpital de Carhaix, qui dépend du CHU, comme chacun le sait. Je voudrais saluer Christophe Biosec, qui est là, mon ami Christophe. Et Yann Tiersen, qui doit être également par là. Donc Yann n'est pas à Ouessant ce soir, il est à Brest. Bien, quelques éléments de réflexion en complément de ce qui a été dit. Tout d'abord sur l'analyse du premier tour de dimanche dernier. La gauche, contrairement à ce qu'on a pu dire et voir lire, dans sa diversité, est restée majoritaire à Brest. Elle est restée majoritaire à Brest. Et je le répète, dans sa diversité, elle l'est depuis 1989, et je vois Pierre Maille qui est là. Il faut qu'elle le reste. Il faut qu'elle reste majoritaire à Brest. Et si notre ville et notre communauté urbaine passée métropole sont ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est grâce à la gauche unie depuis 1989. Alors, il y a eu des discussions dimanche soir et jusqu'à lundi matin. Un accord a été trouvé avec l'équipe de Cécile Baudouin et je voudrais t'en remercier très sincèrement. Un accord politique, je répète, un accord politique que certains ont pu qualifier de technique, mais c'est un accord qui est d'abord politique et, comme tu l'as dit, chacun conservera son indépendance et son programme. Chacun dans son couloir de nage, chacun, j'aime beaucoup cette expression, mais chacun dans son couloir de nage, mais en allant dans le même sens. Et avec une ambition commune, c'est faire progresser Brest dans le sens du progrès social, ça a été dit, du progrès économique et du progrès écologique. Ce sont nos objectifs communs. Et tu l'as dit, je crois qu'il ne faut pas confondre les élections. J'ai entendu, je crois que c'est dimanche soir ou lundi, qu'il y a un candidat potentiel à l'élection présidentielle qui siégerait au 4e étage de l'hôtel de ville. Propos proprement ridicules et je demande d'ailleurs qu'il soit sifflé. Voilà. Donc dimanche prochain, ce sont des élections municipales. Et métropolitaine quand même derrière. Il y a l'intercommunalité qui est importante et pas d'élection présidentielle. Alors, comme
comme tu l'as dit, hein, il n'y a pas de fusion programmatique, chacun conserve son programme, ce qui, bien entendu, n'empêche pas les convergences ou les divergences, mais elles existent dans toute équipe municipale et toute équipe métropolitaine. Il y a parfois des accords, parfois des désaccords, c'est la vie démocratique. Et je ne parle pas de l'Assemblée nationale, cher ami. Voilà. Donc, et on les assume. Et vous me permettrez de le dire, j'ai été surpris par les polémiques alimentées par certains, surtout à droite. Quoique, non, bon, allez, je ne vais pas aller plus loin. Vous m'avez sans doute compris. Deux exemples. Arkea Park, vous connaissez Arkea Park, le futur projet de stade. Je m'étonne des polémiques sur ce sujet. Un vote a eu lieu en conseil de métropole. Un vote a eu lieu en conseil de métropole en octobre. Et pour ce qui me concerne, j'ai été clair sur le choix. Je regrette peut-être qu'on ne puisse pas rénover Francis Leblay, c'est à mes yeux la réalité, mais j'ai été clair sur ce choix majoritaire, collectif. Et je répète ici, dimanche prochain, nous avons des élections municipales, ce n'est plus une compétence du conseil municipal, c'est une compétence du conseil de métropole. Il y a des recours, c'est la vie démocratique, la vie juridique, tribunal administratif et recours contre le permis de construire, qui a été instruit par la métropole, délivré par le maire de Guy Pava. Mais c'est la réalité juridique du monde dans lequel nous sommes. Et que chacun prenne ses responsabilités, je le dis, y compris aux dirigeants du Stade brestois. Que chacun prenne ses responsabilités. Y compris dans la gestion des dossiers. Deuxième exemple, sans être trop long, la police municipale. J'allais t'en parler parce que Kenza nous disait, pardon, ça fait peur, c'est comme la police armée. Kenza nous disait tout à l'heure qu'elle était inquiète qu'il puisse y avoir dans le programme de Stéphane Rototte 150 policiers armés dans les rues de Brest. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Allez. La police municipale, moi je comprends qu'il puisse y avoir débat sur ce sujet. Je comprends qu'il puisse y avoir débat et nous l'avons eu depuis de longues années. Quelle est la réalité? La sécurité, chers amis, est un droit fondamental. Je ne vais pas remonter à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, intégrée dans la Constitution française, mais à mes yeux, à nos yeux, c'est d'abord une mission régalienne, c'est une mission de l'État, le droit à la sécurité. C'est bien entendu la police, mais c'est aussi la justice. C'est éventuellement, c'est pas souhaitable, mais ça arrive, la prison. Ce ne sont pas des compétences municipales. D'abord, ce sont des compétences de l'État. Mais moi, je ne connais aucun maire. Il y a 34 000 communes en France. Je ne les connais pas tous, hein, bien entendu, mais je ne connais aucun maire qui ne se préoccupe pas des questions de sécurité, ne serait-ce que parce que le maire, à la différence d'autres, j'allais dire d'autres élus, non, d'autres responsables, est à ce qu'on appelle à portée de baffe. Vous vous baladez dans la rue, on vous interrompt, on vous interroge. Donc, je ne connais aucun maire qui ne se préoccupe pas des questions de sécurité. Avec tout de même, je suis élu depuis un certain temps, certains disent depuis trop longtemps, mais on verra dimanche prochain, une évolution qui, à mes yeux, est absolument incroyable. Il y a 15 ans, 20 ans, quand il y avait un problème de sécurité, on disait « mais que fait la police ?» Aujourd'hui, on dit
Que fait le maire? Voilà. Sujet complexe. Hein. Il y a les crimes, bien entendu, malheureusement, les délits, mais aussi les incivilités qui pourrissent la vie de nos concitoyens, les véhicules incendiés, les tags, etc. etc. Et depuis longtemps, je regarde Pierre Maille, le premier contrat local de sécurité avec l'État a été signé en 1999. Nous travaillons donc depuis longtemps avec les différentes autorités étatiques, je dirais au jour le jour, mais chacun dans ses responsabilités. Sans remonter trop loin, en 2021, nous avons signé une convention de sécurité entre la ville de Brest et l'État, avec la création de ce qu'on appelle la brigade de tranquillité urbaine, que vous pouvez voir dans les rues. C'est extrêmement important, la création d'un lieu d'accueil des victimes, extrêmement important. Nous avons financé, je ne sais plus le chiffre en tête, mais la reconstruction du chenil qui abrite les meilleurs antistups, c'est-à-dire les chiens. Et puis, on a aussi, et c'est extrêmement important, financé les conditions d'accueil au commissariat de police, de manière à ce que les victimes ne soient pas côte à côte avec les auteurs de ce qu'elles ont subi. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Pourquoi? Ça a été dit, je ne sais plus par qui tout à l'heure, parce que l'État a de moins en moins de moyens pour assurer les conditions de sécurité. Ça a été évoqué, hein, suppression de la police de proximité par Nicolas Sarkozy, 100 policiers en moins sur la ville de Brest. Et puis, donc la nécessité excusez-moi, je suis en train de mélanger mes feuilles, la nécessité d'aller plus loin parce que d'une part l'État a de moins en moins de moyens et d'autre part parce qu'il y a des nouvelles situations, je pense notamment au narcotrafic qui mine nos quartiers, il faut le dire, hein, c'est la réalité. C'est la réalité, dans le même temps il y a 5 millions de personnes qui consomment quasi journellement des produits stupéfiants. C'est la réalité. Et donc, ce que nous proposons, je sais qu'on n'est pas en total accord, c'est la création d'une police de proximité municipale, non armée. Je ne sais pas ce que le sens de dire à ce ou, mais voilà, donc de 50 agents, avec l'idée que cette police de proximité doit être non pas concurrente, mais complémentaire de la police nationale. Pour celles et ceux qui lisent la presse nationale, il y a eu un très bel article dans Le Monde, très beau journal, qui décrivait la situation à Nice, où effectivement la police municipale et la police nationale sont en situation de concurrence avec une police municipale qui est bien mieux équipée que la police nationale. Et ça, il faut le refuser. Voilà. Alors, on me dit, enfin je l'ai lu, hein, c'est le maire de Gouesnou qui dit que demain il sera le premier flic de Brest. Franchement, j'ai quelques amis au commissariat de police, mais ça a dû faire rire beaucoup au commissariat. Hein. Le chef de la police, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est d'abord le commissaire central et c'est ensuite le sous-préfet. Voilà, j'arrête sur ce point de la sécurité qui est un sujet qui nous occupe et préoccupe, mais je voudrais quand même vous livrer quelques réflexions. Parce que notre programme municipal ne peut pas se résumer à ces deux dossiers que je viens de vous présenter. Il faut aller au-delà. C'est quoi les dossiers qui nous occupent et nous préoccupent? C'est d'abord le logement. Le logement. L'absence de logement ou le mal logement
entraîne de multiples problèmes de différentes natures, des problèmes familiaux, des problèmes d'emploi, des problèmes d'études. Moi, je reçois tous les ans, à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre, des courriers d'étudiants qui me disent « Mais monsieur le maire, je suis venu à faire mes études à Brest, je dors dans ma voiture. Comment voulez-vous faire des études quand vous dormez dans votre voiture ?» Ou dans la rue, tout à fait. Brest Métropole Habitat, donc l'office de la ville, de la métropole, a 8000 demandes de logement en attente. 8000 demandes de logement en attente. Et c'est vrai dans toutes les grandes villes de France. C'est inacceptable. Et pourtant, l'État s'en désintéresse. Qu'on le veuille ou pas, l'État s'en désintéresse. Le gouvernement de M. Macron a décidé en 2019 de baisser les APL avec la conséquence et la réduction des loyers sociaux. BMH, que je préside, a perdu 23 millions d'euros. 23 millions d'euros de recettes en moins, c'est-à-dire de recettes qui auraient pu servir soit à l'entretien, soit à la création de logements neufs. Voilà, et donc je pense, mais ça n'est pas qu'un problème, c'est aussi un problème national, hein, il faudra une forte volonté politique, au plan local bien sûr, mais au plan national, pour revenir sur ces situations inacceptables. Et puis, les propositions que nous faisons, c'est aussi la vie dans les quartiers, ça a été évoqué, c'est la qualité des écoles primaires, ça dépend de nous, les équipements de quartier, la voirie, les structures qui abritent nos associations, hein, je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure, la vie associative est indispensable au fonctionnement de notre vie municipale. Voilà, donc pour terminer, pour conclure, j'ai été long, pardon. Brest, je crois, est une ville extraordinaire. Brest est une ville magnifique. Il ne faudra pas le répéter, mais j'ai l'habitude de classer les villes en deux catégories, hein, les villes maritimes et portuaires et les autres. Voilà, on a la plus belle rade du monde, mais en tout cas, depuis maintenant un certain nombre d'années, j'ai eu à la fois l'honneur et le bonheur de servir cette ville, une ville qui a changé de visage, mais qui a surtout changé de mental. Les Brestoises et les Brestois sont fiers de leur ville, et je voudrais que vous les applaudissiez. Et sans attaquer la droite, mais quand même un petit peu. La droite aurait été au pouvoir depuis une vingtaine d'années. Le tram, non, il y aurait toujours le trolley. Hein. Les Capucins, non. J'ai connu une ancienne préfète de région, qui est brestoise maintenant, et elle n'aime pas que je lui répète ça, mais devant témoin qui m'a dit, pour aller plus vite, il faut raser les Capucins. Eh oui. Le téléphérique, etc., etc. Le port du château, et puis les opérations de renouvellement urbain qui sont actuellement en cours, tant sur Bellevue que sur Recouvrance. Tout ça a contribué à rendre cette ville beaucoup plus agréable qu'elle ne fut dans le passé. Et je crois que il faut continuer. La gauche doit continuer. Merci à vous. François, ce soir, nous avons le plaisir d'avoir non pas un Miossec, mais deux Miossec pour le prix d'un. Parce qu'il y a notre ami commun Jean Miossec qui est ici, et je crois qu'il avait prévu de dire un petit quelque chose. Alors, Jean, s'il te plaît, viens. On peut avoir les deux Miossec.
Bon, je vais bien vous parler en tant que membre de Diguemer. Diguemer, c'est une association qui a démarré il y a 10 ans pour héberger des familles de migrants en attente de titres de séjour. Alors, c'est vrai que nous avons vu depuis 2015 un soutien sans faille de la mairie, en particulier du CCAS, pour l'accompagnement des familles réfugiées dans les squats, pour des appartements aussi qui ont été donnés qui ont été prêtés par BMH pour loger ces familles. Et puis aussi, comme nous avons aussi une subvention pour le fonctionnement. Je voudrais signaler aussi la tribune signée en 2020 avec Tristan Fauveau pour demander au gouvernement de créer un accord provisoire de travail aux étrangers privés de droit. En 2020, Diguemer est intervenu auprès de Pierre-Yves Cadalin, Cécile Baudouin, pour que le député de Brest adresse une question écrite au ministère de l'Intérieur à propos du travail des étrangers sans papier. Parce qu'il faut savoir actuellement que pour les demandeurs d'asile, pour qu'ils aient un titre de séjour, il faut qu'ils puissent travailler 12 mois. Mais pour pouvoir travailler, il faut qu'ils aient un titre de séjour. Voilà. Et là, c'est ça la situation. Alors, Pierre-Yves Cadalin a adressé une question écrite au ministère de l'Intérieur à ce sujet, en 2020. Et puis actuellement, eh bien, je voudrais vous signaler que le gouvernement espagnol vient de régulariser 500 000 sans-papiers. Et nous sommes sur le point, après bien sûr les élections municipales, de lancer une pétition pour demander une semblable régularisation des personnes exilées installées en France, donc ceux qui sont installés en France. Et on pourrait demander aussi la même régularisation qu'en Espagne. Voilà, bien sûr, ça c'est... Bon, ça ne relève pas du conseil municipal, mais on espère qu'on aura le soutien de la gauche pour le prochain gouvernement après les présidentielles de 2027. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pierre-Yves Cadalin, merci à toutes et tous d'avoir été là et de rester. Nous poursuivons la soirée avec ce qu'on fait le mieux à Brest, un peu de musique et bien sûr dimanche on va voter pour la gauche rassemblée. Et on
peut d'ores et déjà commencer à faire la fête, un verre à la main et en musique, en remerciant Yann Tiersen qui nous propose un DJ set.